Guess who's back, back, back. Shady's back, back, back. Hello YouTube. Je suis très contente d'être de retour. Non, je ne suis pas décédée, je ne suis pas passée de l'autre côté, je n'ai pas discuté avec Miranda Gordon. Je suis toujours là, c'est juste que cette année, j'étais beaucoup plus active sur une autre plateforme, ma foi, assez concurrente de celle-ci qu'on ne citera donc pas, sinon l'algorithme va manger toutes mes vues et ne pas montrer ma vidéo. Alors, la dernière fois que j'ai posté ici, je vous annonçais que j'allais partir en année sabbatique. Eh bien, c'est fait. Pour ceux qui ne me suivent pas activement, je suis donc partie 6 mois seule en France, en Suisse, à Malte, en Géorgie, en Irlande, au Costa Rica, au Pérou et en République dominicaine. Je me suis rendu compte que je vous avais partagé énormément de choses, mais que je vous avais jamais laissé l'occasion de vous poser vos questions. Donc, dans cette vidéo, on va parler de toutes mes expériences, de mes bilans, de mes budgets, de plein de choses. Et je vais vous inclure quelques petites images de mes voyages aussi. Ça va être hyper sympa, j'espère que vous aimerez. N'hésitez vraiment pas à me laisser des retours, likes, commentaires, parce qu'on est ici pour être une star, très sincèrement. J'en ai marre de vivre comme une gueuse et de compter chaque centime à la fin du mois, de finir avec 74 cents. Non, on est là pour être une star, pour être célèbre, pour être sur le tapis rouge, pour être invité au Met Gala de 2024. C'est pour ça qu'on est là. Donc vraiment, n'hésitez pas à soutenir les artistes locaux. C'est parti! Si tu te poses la question, effectivement la seule raison pour laquelle j'ai filmé ma vidéo de cette façon, c'est pour que tu puisses apprécier ce maquillage. Du coup, n'hésite vraiment pas à me laisser un commentaire du style: tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue de toute ma vie, tu es la plus belle femme que cette terre ait portée. Voilà, je te donne des exemples à suivre activement. Voilà, je m'installe confortablement, j'ai un petit thé, vous ferez bien de faire la même chose. Petit snack, petite boisson chaude, hein. On est parti pour une vingtaine de minutes et on commence avec la première question. Elle nous vient de S qui nous dit: quel budget t'as mis en place, quelle organisation également du point de vue général, en combien de temps tu as organisé le tout. Alors, quel budget t'as mis en place? Je travaille depuis que j'ai 15 ans et depuis cet âge-là, j'économise parce que je sais que un jour dans ma vie, je veux partir en année sabbatique. J'avais pour but d'avoir 10 000 € sur mon compte en épargne et ces 10 000 €, c'était le maximum que je pouvais utiliser pendant mon année sabbatique. Avec ces 10 000 €, si je pars 2 mois, c'est ok, si je pars 15 mois, c'est ok, mais après, une fois que c'est fini, c'est fini. Ensuite, la deuxième question, en combien de temps est-ce que j'ai organisé? J'avais décidé de faire des retours réguliers en Belgique. Donc par exemple, je suis partie à Malte, je suis revenue, je suis partie en France et en Suisse, je suis revenue, je suis partie en Géorgie, je suis revenue, je suis partie en Irlande, je suis revenue. Je pouvais pas faire un itinéraire qui était relié, alors que ça m'aurait coûté beaucoup moins cher, parce que tu savais pas à cette époque-là quel pays allait fermer, pour quel pays les mesures concernant le vaccin, concernant les tests PCR allaient changer. À la base des bases, moi je devais aller en Thaïlande et à partir de là aller en Indonésie, aller au Cambodge, etc. Mais ça c'était plus une option parce qu'avec le Covid c'était trop serré pour moi. Je me suis dit ok, donc moi imagine maintenant je suis en Indonésie, je dois partir au Cambodge, le Cambodge ferme, qu'est-ce que je fais? Du coup ça a été un choix de ma part de faire des retours réguliers en Belgique pour mentalement de me sentir beaucoup plus à l'aise, de me dire ok, s'il y a un souci, ben je change de pays en fait. Et c'était super bien parce qu'au final du coup j'ai choisi des pays auquel j'aurais pas du tout pensé. Moi la Géorgie j'y ai été, pourquoi? Parce que c'était vert sur la carte, que tu pouvais aller en étant vacciné sans test PCR, et j'étais là ah ma foi on va aller voir, tu vois. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Si j'aime pas, ben je rentre et c'est tout, c'est pas grave. Chaque itinéraire était vraiment indépendant, donc si jamais l'Irlande ne fonctionnait pas, j'allais aller autre part, si jamais le Costa Rica ne fonctionnait pas, j'allais aller autre part, et du coup voilà, c'était vraiment une organisation indépendante. Au niveau du temps d'organisation, donc moi ça m'a mis entre 5 et 10 heures pour chaque destination, et ensuite tout le reste est vu sur place. J'arrivais dans le pays, j'avais 2 nuits de réservées et après je pouvais partir dans n'importe quelle direction parce que ça n'impliquait que moi. Ça dépend des personnes que je rencontre, ça dépend des choses que j'entends une fois sur place. La liberté quand tu voyages tout seul, c'est qu'au final si t'as envie de rester 14 jours là tu peux, si t'as envie de changer tous les jours tu peux. Il y a toujours un lit quelque part pour toi. J'espère que ça a répondu à ta question, je suppose que oui parce que je ne fais jamais les choses mal, tu vois. Question suivante. Nella étincelle me demande si c'est difficile de voyager quand on est une femme. Alors je vais pas te mentir, c'est plus compliqué que pour nos confrères masculins, certes, mais au final c'est pas plus dangereux. Dans le sens où, comme à Bruxelles, tu dois faire attention aux endroits que tu fréquentes, aux personnes à qui tu choisis d'adresser la parole dans la rue, et comme toujours, il faut vraiment faire confiance à son instinct. Donc si jamais la personne à qui tu parles, tu sens dans tes tripes que tu dois courir de l'autre côté, faut vraiment que tu penses à, que tu fasses sortir la Nafissatou Thiam qui est en toi et que tu cours de l'autre côté.
côté parce qu'en général, il y a une raison. Donc, il faut vraiment faire confiance à son instinct. Effectivement, moi, je prends très peu de conseils de voyageurs hommes parce que tout simplement, on n'a pas les mêmes expériences, on fait pas attention aux mêmes choses. C'est vraiment de chercher des voyageuses, soit seules, soit en groupe, ça change pas grand chose. On se partage nos expériences. Elles me disent vraiment ce qu'elles ont aimé, ce qu'elles ont fait, où elles sont restées. Je lis des blogs écrits par des femmes, je regarde des vidéos faites par des femmes, tout simplement parce qu'on se comprend, parce qu'on a des expériences similaires. Donc, c'est pas plus compliqué, mais on a ce sentiment où on est beaucoup plus alerte, on doit faire beaucoup plus attention. Il y a moins de choses que tu peux faire, disons, seule, juste pour des questions de sécurité, mais le mieux, donc, c'est de trouver une autre femme ou plusieurs autres femmes ou un groupe pour faire des choses. Je me serais pas vue faire faire de la randonnée dans la montagne seule, c'est impensable pour moi, mais j'ai trouvé 2 copines et on l'a fait. Du coup, voilà. Et bah non, c'est tout en fait, il n'y a pas de... Question suivante. Rania me demande quel pays a été le plus safe pour les femmes. Alors très sincèrement, tous, sauf la République Dominicaine. Et l'anecdote pour ça, elle arrive à la fin de la vidéo dans la section anecdote. Mais sinon vraiment tous. Donc tout aussi bien en Géorgie ou au Costa Rica, mais je vais parler plus en détail des pays en Amérique latine parce que c'est vrai que quand je dis que je pars en Irlande, les gens se disent pas oh, c'est hyper dangereux. Mais l'Amérique latine, c'est plus loin, c'est une autre langue, etc. Donc je vais parler plus en détail de ça. Premièrement, le Costa Rica, la première fois dans ce continent, c'est un des pays les plus touristiques de cette zone. Il y a énormément de touristes des États-Unis et du Canada qui viennent voyager là, en plus des touristes qui ont des sous. Donc il y a énormément de choses, d'infrastructures, de personnes qui parlent anglais. Tout est fait pour les gringos en fait. Et c'est hyper agréable quand tu es comme moi que tu ne parles pas espagnol. C'est hyper chouette, je me suis sentie hyper en sécurité, tout le monde parle anglais, tout est fait pour les touristes, tout est clair, c'est hyper facile. Ensuite le Pérou. Je suis partie quelques semaines après la disparition de la jeune Belge et il y avait un climat du coup autour du Pérou où les gens disaient ah c'est dangereux, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui meurent. Tout d'abord, il y a des gens qui disparaissent chaque jour en Belgique, c'est juste qu'on n'en entend pas parler. Dans un pays qui fait 1 million de kilomètres carrés, effectivement, si quelqu'un disparaît, il y a peu de chances de le retrouver. Mais au niveau de la sécurité, il y a un truc qui est super bien au Pérou, ça s'appelle le Peru Hop et c'est en fait des bus qui sont hyper sécuritaires et c'est un bus qui fait un itinéraire qui fait toutes les villes ou tous les endroits qui sont les plus visités par les touristes, ça s'appelle le Gringo Trail et donc ça t'emmène de Lima la capitale jusqu'à Cusco, ça t'emmène littéralement de ton hôtel jusqu'à ton hôtel prochain. Il y a des excursions qui sont comprises, tu rencontres des gens, il y a des guides, tu as accès à leur WhatsApp, ils sont disponibles H24, ils te déposent, ils te font tout, vraiment c'est magnifique et ça coûte que 200 $. Les meilleurs 200 $ dépensés de toute ma vie, donc jamais je me suis sentie en danger, donc j'étais hyper contente. Ensuite, Alex Paradox me dit, moi ce qui me fait toujours le plus peur organisé, c'est voyager à l'intérieur d'un pays, déjà qu'ici la SNCB c'est compliqué. Facts. Est-ce que tu as un conseil pour les transports à l'intérieur du pays? Alors il y a un truc vraiment génial qui est propre à notre génération, c'est qu'on a un accès illimité et au bout de nos doigts à internet partout dans le monde et c'est ça qui me sauve. Sans internet, je voyage nulle part, c'est beaucoup trop effrayant, beaucoup trop de variables. Mais du coup, ce que je fais, c'est que dès que je vais dans un pays, le premier jour, je prends une carte SIM avec de la data illimitée ou en tout cas assez de data pour tout mon voyage. Donc en général, il y a des cartes qui sont prépayées pour les touristes, tout est très bien fait. Une fois que tu es sur place, tu demandes autour de toi comment ça se passe, quel est le meilleur réseau et ça fonctionne super bien. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, Google Maps. Je le répète pour les gens qui sont au fond de la salle, Google Maps, ce sera ton meilleur ami. Donc imaginons, moi je suis ici à Bruxelles, je veux aller à Liège. Comment est-ce que je fais? Je regarde sur internet, Google Maps, ça a un train IC 317, tu prends le train IC 317. Ben, dans n'importe quel pays, c'est la même chose en fait. Il y a des pays dans lesquels ça marche mieux que d'autres, mais Google Maps, ça t'aide exactement à te dire, ok, je dois prendre tel bus, tel avion MDR, tel train, telle voiture, etc. Il y a certains pays dans lesquels les transports en commun ne sont pas top. Le seul pays où j'ai vraiment abandonné les transports en commun, c'était la Géorgie. Je me déplaçais exclusivement en taxi avec l'application Yandex. Les trajets sont à 2 €, 3 € maximum. Donc je prenais le taxi 5 fois par jour, ça me revenait à rien du tout. C'était le même prix que le bus. Ça, c'était vraiment le seul pays où je me suis dit non, c'est l'angoisse. Les bus, j'ai essayé 3 jours d'affilée de prendre le bus. J'y arrivais pas, il y avait trop de trafic. Tout était mal indiqué, les bus arrivaient à l'heure qu'ils voulaient. Donc là, j'ai abandonné. Dans ce cas-là, je prends le taxi. Dans beaucoup de pays, quand on a un salaire belge, on peut se permettre de se déplacer en taxi ou en Uber. Et sinon, les transports en commun, ils sont très bien faits. Il y a Google Maps et sinon encore, il y a des sites internet, donc des blogs qui t'indiquent en gros
quels sont les horaires des bus, quels sont les meilleurs transports. Et ensuite, la meilleure chose, le bouche à bouche. Parler à des gens dans l'auberge qui vont te conseiller d'aller là-bas avec tel endroit. Pour te donner un exemple, quand j'étais au Costa Rica, à un moment j'étais sur la côte caribéenne et je devais retourner à la capitale pour prendre mon avion pour aller au Pérou. Et j'avais rencontré un couple de Néerlandais qui m'ont dit « Ah mais non, en fait il y a un super moyen pour pas payer 60 $ pour juste prendre un bus navette pour aller jusqu'à la capitale, ça va te prendre 6 heures, ça va te faire chier. À la place, il y a des excursions où tu peux faire du rafting jusqu'à la capitale et après on te dépose à ton hôtel. Il y a le petit déj qui est compris et le lunch. » Et j'étais là, mais que demander de plus? C'est exactement ce que je recherche. Et du coup voilà, en fait en parlant avec des gens, tu apprends d'autres choses, tu as des expériences que tu n'aurais pas eu tout seul parce que ça c'est pas dans les blogs. Il y a tellement d'options maintenant. Google Maps, parler avec des gens, et puis tu regardes sur place, tu demandes ton chemin. C'est un peu de débrouille, mais c'est beaucoup d'internet, hein. On va pas se mentir. Question suivante. True Love Petite Feuille Automnale me dit que ce qui la stresse, c'est la barrière de la langue et le fait de s'ennuyer seul. Ce qui est important, c'est quand même de connaître une autre langue en plus du français. La langue la plus utile quand tu voyages, c'est l'anglais. Donc il faut quand même avoir un certain niveau d'anglais, je pense, ou au moins savoir se débrouiller et ne pas avoir peur. Surtout quand tu voyages seul, t'es obligé de savoir te débrouiller parce que tu dois faire tout toi. C'est important d'avoir des bases, en tout cas, de se débrouiller correctement en anglais. Ensuite, par rapport aux autres langues, c'est quand même toujours utile d'avoir des bases, de connaître certaines phrases de la langue locale. Donc par exemple, quand j'étais en Amérique latine, j'ai dit précédemment, je parle pas espagnol, mais en réalité, c'est quand même assez proche du français. Tu apprends assez vite. Il y a certaines phrases que tu dois apprendre. Donc tu dois savoir au moins commander au restaurant toute seule, demander ton chemin, c'est hyper important. Si t'es comme moi, tu seras tout le temps perdu. Malgré Maps, c'est pour te dire mon niveau de sens d'orientation, faire tes check-in toute seule. Donc il y a des phrases qui sont utiles. Quand je suis partie en Géorgie, le géorgien est hyper différent du français, l'alphabet est complètement différent, mais j'ai quelques bases de russe et là-bas tout le monde parle russe et du coup j'ai pu aussi me débrouiller avec le russe. Donc c'est super utile d'avoir quelques bases. Toutefois, il faut vraiment pas s'en faire parce qu'il y a une énorme industrie du tourisme qui est présente dans presque tous les pays du monde maintenant et presque toutes les personnes avec qui tu seras en interaction, y compris les gens des hôtels, les gens des excursions, les guides, tout le monde parle anglais en fait. Avec l'anglais, tu t'en sors nickel. Vraiment nickel, faut pas s'en faire. Deuxième question, l'ennui quand on est seul. Je vais pas te mentir, ça arrive. Il y a des moments où tu vas te sentir seul. Donc il faut que tu sois confortable avec ta solitude et ta propre compagnie. On dit souvent que la plus longue histoire d'amour qu'on aura avec quelqu'un, la plus longue relation qu'on aura avec quelqu'un, c'est avec soi-même. Et c'est vrai, il faut que tu apprécies ta propre compagnie. Mais ensuite, de mon expérience personnelle, tu n'es seul que si tu le veux. Si jamais tu veux être seul, si tu es confortable avec toi-même, que tu ne veux pas parler avec des personnes, c'est possible. C'est une option, c'est ok. Mais par contre, si jamais tu te sens seul et que tu as envie de rencontrer des gens, c'est jamais aussi facile que quand tu voyages. C'est un truc de fou. Tu parles avec une personne 2 minutes dans le lobby d'une auberge de jeunesse, 10 minutes plus tard, vous êtes en train de vous visiter une merveille du monde ensemble. C'est incroyable ce qui se passe quand tu voyages. C'est quelque chose que je peux même pas expliquer, tu dois le vivre. Ensuite, pour rencontrer des personnes, là je te donne des conseils gratuits, là je devrais être rémunérée pour ça tellement ils sont excellents. J'en ai 2 principaux. Le premier, c'est d'aller en auberge de jeunesse. Il y a des chambres mixtes ou non, ça c'est ton choix, tes préférences, mais dans tous les cas tu vas rencontrer des personnes chaque jour. Le mieux c'est d'être dans des chambres entre 4 et 8 personnes. Moins les options sont limitées et plus c'est le zoo, c'est un calvaire, c'est l'enfer. Donc ça c'est génial, tu rencontres des personnes qui sont vraiment dans le même état d'esprit que toi et il y a tellement de personnes que tu peux trouver des personnes pour aller en soirée, tu peux trouver des personnes pour aller faire des musées, tu peux trouver des personnes pour juste regarder un film dans la salle commune. Il y a de tout, c'est génial. Le deuxième conseil c'est de faire des excursions, donc des visites guidées, soit sur Get Your Guide que tout le monde connaît qui est international, soit avec des agences de voyage locales, donc avec qui tu peux faire tes excursions. Tous mes amis que j'ai rencontrés en voyage, c'était avec ces 2 options-là. Et c'est super bien, c'est encadré, c'est safe, c'est super chouette. Pour terminer cette section, on a TikTok qui me dit « Je n'ai pas de diplôme, je suis actuellement en études, c'est trop dur pour moi, je déteste et j'ai envie d'arrêter maintenant pour faire une année sabbatique. Est-ce une bonne idée ?» J'étais dans la même situation que toi, donc j'ai la réponse à ça. Alors, il faut sachez que moi j'ai arrêté mes premières études que je faisais en traduction-interprétation parce que je détestais. Donc j'ai pas fait une année sabbatique où j'ai voyagé, mais j'ai fait quand même une année de pause. J'ai eu un contrat fixe au McDo pendant une année, histoire de voir ce que je pouvais faire de ma vie, et c'est après que j'ai fait mes études de gestion des ressources humaines. De mon côté, prendre cette année de pause, ça a été une excellente décision parce que j'aurais jamais pensé à faire des études de gestion des ressources humaines
juste après avoir arrêté mes précédentes études, donc j'aurais fait autre chose, j'aurais pas fait ce chemin que j'ai fait maintenant, qui a été vraiment le chemin parfait pour moi. Si jamais tu as déjà une direction claire de ce que tu veux faire de ta vie et que tu dis ok, maintenant imaginons je fais des études de droit, maintenant je vais faire des études en dentiste, si jamais tu le sais déjà, alors je te conseillerais de plutôt commencer tes nouvelles études en dentiste et faire ton année sabbatique éventuellement après tes études, comme ça tu es vraiment dans cette continuité académique. Mais si jamais tu ne sais pas, que tu es un petit peu perdu et que tu as peur de faire des études par défaut, alors l'année sabbatique effectivement ça pourrait être quelque chose pour toi. Et voici la fin de cette première section. C'était long mais c'était instructif hein. Commencer cette section de anecdotes, Malo me demande si je me suis fait des amis et la réponse est oui bien évidemment, parce que qui ne voudrait pas être ami avec moi, n'est-ce pas? Et ce n'est pas le moment de me contredire, je suis fragile psychologiquement. Alors déjà par exemple la première fois que je suis partie seule en voyage, j'avais 21 ans, c'était à Barcelone, j'ai rencontré Hélène qui est devenue aujourd'hui l'une de mes meilleures amies. Donc il y a des personnes comme ça qui sont incroyables que tu rencontres sur ta route, que tu ne rencontrerais jamais dans ta vraie vie et qui t'inspirent, qui sont géniales, qui ont un parcours de vie qui est incroyable, et c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'aime tant voyager, c'est pour les rencontres en fait. Il y a des pays bien sûr où les rencontres humaines étaient beaucoup plus fortes que d'autres. Par exemple la Géorgie pour moi ça a été quelque chose de très fort. J'ai rencontré des personnes incroyables avec qui je parle toujours aujourd'hui. Et le Pérou bien sûr. Ma meilleure rencontre de ces 6 mois c'était vraiment Astrid. Si vous me suivez régulièrement vous l'avez déjà vu dans mes posts, dans mes vidéos. C'est vraiment devenu une de mes meilleures amies, mais directement elle venait aussi toute seule du Guatemala. Et c'est vraiment une des meilleures rencontres de toute ma vie en fait. C'est la personne avec qui j'ai voyagé le plus longtemps. J'ai voyagé avec elle 5 semaines. On se voyait tous les jours, H24, et c'était vraiment incroyable. Et Astrid est la raison pour laquelle j'ai tant aimé le Pérou par exemple. Sans elle, je pense pas que j'aurais aimé le Pérou. Ce qui se passe dans les voyages, c'est que vous vous liez d'amitié très rapidement, donc vous passez H24 du temps avec quelqu'un pendant 5 jours, et puis vous rentrez chacun chez soi, tout le monde reprend sa vie et on se parle plus jamais. Malheureusement ça fait partie du jeu, mais il y a quelques personnes avec qui tu gardes contact, et moi c'est le cas, et c'est vraiment, je suis vraiment heureuse. C'était le moment émotion, t'as aimé? C'est que du cinéma, t'inquiète hein. C'est parce que moi en fait j'ai pas de cœur, mais j'essaye, t'as vu? Oh papa comment je suis belle, my god. User 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 me demande quel est le moment où j'ai été le plus heureuse pendant mon année sabbatique. En pensant à la réponse que j'avais donnée à cette question, j'ai presque versé une petite larme tellement ça m'émeut de penser à toutes ces choses incroyables que j'ai vécues. Mais I'm a strong independent woman, donc ça ne va pas arriver. Alors ce sont souvent des moments qui impliquent d'autres personnes. Par exemple, quand j'étais en Géorgie, j'ai pas pu passer le nouvel an là-bas parce que les tickets étaient trop chers, j'ai dû rentrer le 31. Mais les amis que je me suis fait là-bas, que j'avais rencontrés 24 heures auparavant, m'ont dit que c'était inacceptable que je passe pas le nouvel an avec eux, et du coup on a fait une soirée karaoké et on a fait la fête ensemble la veille. On a été au restaurant, on a dansé au milieu du restaurant avec des Ukrainiens, des Russes sur de la musique ukrainienne, et c'était vraiment un moment qui était incroyable dont je me souviendrai toujours. Ensuite quand j'étais au Machu Picchu, moment que j'ai partagé avec Astrid. Et ensuite il y a un moment, ça peut paraître rien mais c'est un moment qui m'a vraiment marqué. Donc j'étais au Costa Rica depuis des jours, je commençais à être fatiguée, je venais de faire 8 heures de route en bus sous 35 degrés, un bus sans clim bien sûr. J'étais à Manuel Antonio, c'est sur la côte pacifique, c'est un endroit qui est vraiment magnifique avec des parcs nationaux, il y a la mer, c'est super beau. J'étais dans une auberge de jeunesse avec piscine, là-bas c'est très commun, et je me rappelle donc qu'il était 22 h et j'étais en train de faire la planche dans la piscine, en train de regarder les étoiles, et je me suis dit que je l'avais fait en fait, que j'avais fait ça toute seule. Et là j'ai commencé tout doucement à réaliser ce que j'étais en train de faire, que j'étais en Amérique latine, au Costa Rica, toute seule, en train de nager dans une piscine en regardant les étoiles, et c'était un moment qui était vraiment fou. C'est bête mais c'est un des moments qui reste gravé vraiment quand je pense à un moment où j'étais heureuse pendant cette année sabbatique. Malo me demande quel animal a été le plus effrayant. Alors c'était d'office au Costa Rica, parce que le Costa Rica, si tu le savais pas, c'est le pays où il y a la densité de biodiversité la plus haute du monde. Donc là-bas tu te tournes, il y a une araignée, tu te tournes, il y a un serpent, littéralement c'est comme ça. Les deux animaux les plus effrayants, c'est les araignées. Il y a tellement d'araignées. La dernière fois où j'étais dans une auberge, donc c'était sur la côte caribéenne, j'étais en train de filmer, bla, faire ma vie, marcher, écarter les bras, bouger comme ça, n'importe quoi, faire le limbo. Et après je me retourne, je vois que 5 cm derrière moi, il y avait une araignée venimeuse. C'est une araignée venimeuse qui est hyper courante au Costa Rica. En fait, elle est reconnaissable parce que la toile qu'elle tisse, quand tu regardes à la lumière du soleil, elle a des reflets dorés et c'est effrayant. Vraiment, ça fait peur. Et elle était à 5 cm de moi. Si elle m'avait piqué, c'était fini. Vous auriez eu des vacances, mais moi, c'était terminé. Un jour, j'ai fait une marche dans la jungle avec un guide, bien sûr, pendant laquelle on pouvait voir des animaux nocturnes. J'ai vu des araignées qui étaient tellement grandes. Je transpirais, j'avais peur qu'elles allaient rentrer, et du coup, il fallait mettre un training complet, des chaussures hautes, nouées,
acheté un pull manche longue, ça faisait peur, il y avait des araignées énormes. Et ensuite la veille de ça, j'ai fait une balade en canoë et là on a vu des caïmans. Donc on en a vu plusieurs, on en a vu des adultes et on a vu aussi des bébés caïmans. C'était beau parce qu'en soi on était safe, on était dans un canoë. Est-ce qu'il y a des choses que tu as regretté de ne pas avoir faites? Non, je suis très heureuse d'avoir dit oui à presque toutes les expériences qu'on me proposait. J'avais les moyens, je me suis donné les moyens. Dès que je voulais faire quelque chose, j'ai su le faire. Le seul regret, c'est pas vraiment un regret, c'est que j'aurais aimé avoir plus de temps. J'ai eu 12 jours en Géorgie, tu peux rester un mois. J'ai eu 2 semaines au Costa Rica, tu peux rester 2 mois. Il y a tellement d'endroits, il y a tellement d'options, tu dois faire des choix. J'aurais aimé avoir plus de temps. Et sinon, pas de regret. Si j'ai un regret d'avoir fait quelque chose, au contraire, j'ai le regret d'avoir accepté de faire une randonnée traumatisante dans une jungle au Costa Rica. Au moins j'ai un souvenir des grandes cicatrices comme ça sur ma jambe parce qu'il y avait des ronces. Au Costa Rica, il faut savoir que tout te tue, hein. Tu tombes, tu glisses, tu veux te rattraper à une branche, et ben en fait sur la branche il y avait des grands picots qui te rentrent sous la peau, que quand tu essaies de les enlever, et ben ça se brise. Les plantes sont malignes là-bas. Le picot se brise et il y a une pointe qui reste dans ton doigt qui s'infecte. C'est chouette. Je m'en serais passée, je te cache pas. C'était sympa, blablabla, expérience humaine. Non, je m'en serais passée. C'est la seule. Sinon, je regrette rien. Maintenant, on va parler de ce qui fâche pour terminer cette vidéo. Quel est le moment où tu t'es senti le plus en danger pendant ton année sabbatique? C'était quand j'étais à Punta Cana, en République Dominicaine. Ça faisait tellement peur. Et d'ailleurs, j'ai fait toute une vidéo qui parle de ça. Faudrait qu'un jour j'ai le courage de la monter, où vraiment je vous filme mon expérience, mon ressenti en direct. Donc, je suis partie là-bas 4 jours, juste après le Pérou. Je me suis dit je vais me reposer, je vais aller à la plage, je vais me balader, je vais aller un peu au restaurant, voilà c'est sympathique. Non. Je me lève, je me dis ah je vais aller à la plage, je regarde sur Google Maps, 45 minutes de marche. Je me dis oh super bien 45 minutes de marche, j'aime bien marcher, en plus il fait beau, je vais me balader, blablabla. Je marche. Il y avait une longue rue. J'ai marché sur cette rue, disons une dizaine de minutes. Je me suis jamais sentie aussi proche de me faire kidnapper que pendant cette rue là. Une voiture sur 2, une moto sur 2 me klaxonnait, s'arrêtait, me faisait des... Vraiment, j'avais chaud, je transpirais. Un moment, je passe à côté d'un groupe, tout le groupe crie, me dit des trucs. J'ai pas pu aller jusqu'à la plage. Je sentais que c'était dangereux. C'était pas juste, mamacita. Non, c'était vraiment des propos dangereux, c'était des attitudes dangereuses. Et comme je l'ai dit, ton instinct est plus fort, tu dois faire confiance. Donc j'ai dû changer de chemin, bifurquer. Je suis arrivée du coup sur une autre plage et la plage carrément, il y avait une grille devant avec un vigile qui contrôlait toutes les personnes qui pouvaient rentrer ou sortir. Et malgré ça, donc j'ai été sur cette plage, je me suis dit, purée, heureusement, je n'étais même pas habillée court, sexy ou quoi. J'étais à la plage et j'ai même pas osé me mettre en maillot sur la plage. Il y a quand même 2 hommes qui sont venus m'aborder, qui m'ont suivi quand je marchais sur la plage et j'ai eu tellement peur que sur le retour, j'ai pris un Uber alors que j'aurais pu marcher littéralement 20 minutes. À partir de là, j'ai rien fait d'autre. J'ai fait une excursion et je me suis baladée en Uber partout parce que vraiment, je me suis jamais sentie aussi peu en sécurité de toute ma vie que à Punta Cana. Ce qui est étonnant parce que c'est tellement touristique et je sais que c'est une top destination pour la Belgique, etc. Personnellement, c'est pas du tout une destination que je conseillerais aux femmes qui voyagent seules ou en tout cas qui voyagent comme moi, donc qui sont pas dans des hôtels all-in. J'avais pris une maison dans un quartier encore une fois sécurisé avec vigile dans lequel tu peux rentrer avec ton badge, donc même dans le quartier tu peux pas aller si t'habites pas là. Tu vois, ça aurait déjà dû me mettre la puce à l'oreille. Comment ça se fait que tout est gardé par des vigiles? Comment ça se fait que tout le monde se déplace en Uber? C'est vraiment la seule destination que j'ai faite que je conseillerais pas du tout à une femme qui voyage seule, à part si tu vas que en all-in et tu restes dans ton hôtel. Ça oui, ma foi, je sais pas, sinon vraiment pas. C'était l'angoisse. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Si tu as regardé jusqu'ici, écris-moi en commentaire pomme d'amour et pomme d'api, comme ça je saurai qui sont les vrais. J'espère que ce format un petit peu plus long te plaît, que tu as aimé les petites images. Franchement, n'hésite pas à me le dire, ça me fait énormément plaisir d'avoir des retours. J'espère que ça a été utile, j'espère que ça a été divertissant également, parce que moi je suis avant tout et surtout une intermittente du spectacle, hein. On n'est pas là pour faire du sérieux. Donc voilà, c'est tout pour moi. Gros bisous.